Bien, nous allons démarrer. Donc, bienvenue à tous et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous d'une heure pour l'autonomie. Aujourd'hui, consacré à l'accueil familial des personnes âgées et des personnes en situation de handicap. Donc, avant de démarrer, un rappel habituel. Pour le confort de tous, merci de veiller à ce que vos micros soient bien fermés. Le format, je vous le rappelle également, ne permet pas les échanges en direct compte tenu du temps imparti. Par contre, vous êtes invités et encouragés à poser des questions dans le chat prévu à cet effet et vous allez retrouver le logo Q&R situé juste à côté du visuel message. Nous y répondrons donc dans un deuxième temps via la foire aux questions qui vous sera également transmise avec les supports qui vous seront proposés aujourd'hui, donc d'ici une quinzaine de jours. Nous allons également vous proposer aujourd'hui d'interagir avec les intervenants en répondant aux questions, mais toujours dans le chat. Il n'y aura pas d'intervention en direct, hein. Pour votre information, ce webinaire est enregistré et publié sur YouTube. Donc, si vous ne souhaitez pas apparaître sur la vidéo, veillez à couper la caméra. Le lien d'accès à la vidéo YouTube sera également adressé avec l'ensemble des supports que je vous ai indiqués précédemment. Et pour rappel, vous pouvez accéder à l'ensemble des sujets d'une heure pour l'autonomie sur YouTube depuis sa mise en place. Tout ceci étant dit, je vous propose quelques mots introductifs et d'actualité sur le sujet. Aujourd'hui, la CNSA estime à 280 000 le nombre de personnes vivant dans un habitat intermédiaire. Au regard du vieillissement de la population et des besoins des personnes en situation de handicap, elle identifie un besoin de 500 000 solutions de logement en habitat intermédiaire d'ici 25 ans. Pour rappel, les habitats intermédiaires désignent des solutions alternatives entre le logement traditionnel et les établissements médico-sociaux. Il s'agit notamment de l'habitat inclusif, d'ailleurs il y a eu un sujet consacré en fin d'année dernière, mais aussi des résidences services seniors, des logements intergénérationnels, des résidences autonomie et de l'accueil familial. Donc, je vous propose de faire un tour sur ce sujet en compagnie de Sylviane Brice, qui est responsable du service Habitat Alternatif de la direction autonomie du département, ainsi que Marilène Van Hout, chargée de mission dans ce même service. Merci à toutes les deux. Bonjour à toutes et à tous. Donc, on va pouvoir vous présenter l'accueil familial, hein, qui est un dispositif très ancré au niveau de Marilène, présenter le programme. Alors, bonjour à tous et à toutes. Au programme aujourd'hui, voilà le plan de notre intervention. On va voir d'abord la définition de l'accueil familial, quelles sont les conditions pour devenir accueillant, mais aussi pour être accueilli et le contexte dans lequel le dispositif évolue aujourd'hui. Ensuite, on verra comment cela fonctionne, le contrat de droit privé, la rémunération de l'accueillant et les aides qui sont mobilisables pour la personne accueillie et quel est le rôle du département dans tout le dispositif. Et enfin, on finira par les particularités de l'accueil familial. C'est une réponse qui est adaptée aux besoins de la personne et aussi au contexte de la société. Un profil type de l'accueillant et des personnes accueillies dans le Nord. Et aussi, on verra, pour terminer, la politique volontariste de notre département. On voulait savoir si vous connaissiez, oui ou non, l'accueil familial. Donc, si vous connaissez, écoutez, si vous voulez bien taper sur le A, et si vous ne connaissez pas, tapez sur le B, comme ça nos collègues pourront nous renseigner pour savoir si oui ou non on a devant nous des personnes qui connaissent bien le dispositif ou pas. On se laisse quelques secondes.
Ouais, j'ai l'impression que c'est partagé, on a du 50-50. Bon, allez, on va Tout à donc fait. vous expliquer. Tout à fait, vous êtes d'accord? Bon, merci. Donc voilà, donc on va vous donner une définition simple de l'accueil familial, puisque effectivement, on le disait, c'est là une alternative à l'entrée en établissement. C'est un autre domicile, donc, puisque les conditions sont vraiment le partage d'un domicile existant. C'est une solution pour des personnes âgées, donc c'est à partir de 60 ans, ou en situation de handicap qui souhaitent vivre dans un cadre familial et disposer d'un logement adapté à leurs besoins. Donc, c'est vrai qu'on partage le quotidien d'une famille et c'est vrai on fait le choix aussi en visitant ce lieu, on se projette, on peut se projeter facilement, hein. Il n'y a pas automatiquement besoin d'adaptation spécifique. Donc, c'est la personne qui fait le choix en fonction de sa situation de vivre ou pas dans cette habitation, dans cette proposition d'accueil familial. Donc, c'est une activité réglementée qui fait l'objet d'un agrément délivré pour 5 ans, d'un suivi de la personne accueillie et d'un contrôle de l'agrément. Tout ça sur la responsabilité du président du conseil départemental. C'est-à-dire que concrètement, c'est au niveau des pôles autonomie, dans chaque territoire, où la personne envoie sa demande d'agrément et c'est l'équipe médico-sociale avec un travailleur social qui évalue la demande et qui vient à domicile pour avoir un entretien et vérifier la situation de logement. Alors, quelles sont les conditions d'agrément? Les conditions d'agrément, elles sont mentionnées dans un référentiel. Donc, voilà, nos collègues qui vont évaluer un petit peu les demandes d'agrément se basent sur le référentiel et les personnes qui sollicitent l'agrément doivent cocher toutes les cases du référentiel pour pouvoir l'avoir. Ce qui fait que dans les territoires, voilà, il y a beaucoup de demandes aussi qui ne sont pas acceptées. L'accueillant, il garantit la protection de la santé, la sécurité, ainsi que le bien-être physique et moral de la personne accueillie. Alors, il y a 3 personnes qui peuvent être accueillies en famille d'accueil. Il y a une dérogation à 4 personnes lorsque la famille peut accueillir un couple marié, pacsé ou concubin dans la même chambre. Pour cela, il faut que la chambre de la personne, enfin de l'accueillant, fasse plus de 16 mètres carrés. Sinon, le logement de l'accueillant, il doit être adapté, bien sûr, disposer d'une chambre d'au moins 9 mètres carrés pour une personne, donc je disais tout à l'heure, 16 mètres lorsqu'il s'agit d'un couple. Et l'accueillant, il veille à ses remplacements. L'identité des remplaçants, elle est donc demandée dès le début. Si la personne qui souhaite être accueillant n'a pas de remplaçant, il ne pourra pas solliciter sa demande d'agrément. Il y a un CERFA dans lequel il y a 2 volets. Un volet pour la personne qui demande à être agréée et un autre volet pour identifier les remplaçants où on demande la carte d'identité, notamment des remplaçants. L'accueillant familial, il doit justifier d'une assurance de responsabilité civile aussi. Pour être accueillant, on doit s'engager à suivre un parcours de formation. Ça, c'est un décret aussi qui date de 2017. La formation, elle est d'abord préalable à l'accueil. Une fois que j'ai mon agrément, je vais partir en formation aux gestes de premier secours. Une formation qui a lieu aussi au sein du département sur le positionnement professionnel et le cadre juridique et institutionnel. Ce sont 2 jours de formation qui sont mis en place ici. Ensuite, une fois que la personne, en général, a des accueillis à la maison, elle va partir en formation initiale. C'est une formation de 42 heures où l'accueillant va voir l'accueil, l'intégration de la personne âgée ou en situation de handicap, l'accompagnement dans les actes essentiels du quotidien, les différentes maladies neuroévolutives, psychiques ou psychiatriques que les personnes qui sont accueillies peuvent présenter au moment de l'accueil. Lorsqu'ils ont fait toute cette formation pendant la première période de leur agrément, s'ils décident de renouveler leur agrément, ils vont partir à nouveau en formation, dite continue. La réglementation, donc dans le référentiel de formation, c'est 12 heures minimum de formation obligatoire. Le département du Nord, il en met 24 heures de formation. Il faut savoir aussi que de façon volontaire, les accueillants peuvent partir en groupe d'analyse de pratique. C'est le département qui organise toutes ces formations ainsi que les groupes d'analyse de pratique sur les territoires
avec le soutien de la CNSA concernant les groupes d'analyse de pratique et les heures complémentaires de formation continue. Donc, je le disais tout à l'heure en début de propos, les personnes, ça concerne les personnes âgées de 60 ans et plus, les personnes majeures en situation de handicap. Donc, il n'y a pas nécessairement besoin d'une orientation de la CDAPH, mais au moins une reconnaissance de handicap. Les personnes qui ont un niveau de handicap très élevé, notamment qui relèvent d'une maison d'accueil spécialisé, ne sont pas du coup accueillis en accueil familial. On peut très bien le comprendre au regard de la lourdeur des situations qui peuvent aussi impacter finalement la situation de famille de l'accueillante. Il s'agit vraiment là de respecter un cadre de vie ensemble et non pas de venir représenter une charge qui entraverait finalement la vie de famille ordinaire de l'accueillante. Donc, la personne accueillie ne peut pas avoir de lien parenté jusqu'au 4e degré avec la famille d'accueil. On ne peut pas accueillir un cousin, notamment, ou un beau-frère. Donc, sauf si parfois il y a des situations de divorce qui cassent ce lien. Et du coup, il y a des possibilités d'accueillir quand même. Et la personne, bien sûr, accueillie doit justifier d'une assurance responsabilité civile, comme dans tout logement, en fait, la personne accueillie, vous le verrez tout à l'heure, elle doit du coup effectivement prendre une assurance et elle peut aussi ouvrir des droits, notamment à l'allocation logement, mais on verra tout à l'heure les conditions. Alors là, on va vous présenter une vidéo, voilà, accueillant accueilli, à l'accueil familial en images. Comme ça, parce que sinon il va prendre ton pouce pour une carotte. Je mets un point d'honneur à m'occuper d'Alain comme si je m'occuperais d'un de mes proches, quoi, en fait. L'accueil familial, c'est surtout l'accompagnement au quotidien. Ça va être aussi sur l'accompagnement plus social. On va avoir aussi la coordination du suivi médical. On va pouvoir travailler avec des partenaires, par exemple s'il y a de l'accueil de jour, des activités extérieures, avec le département. Hop, 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 hop. Bien, si. Non. L'accueil familial, ça lui permet de vivre une vie qui, je dirais, normale, quoi. On n'est pas dans une structure médicalisée ou quoi que ce soit. Et voilà, il vit sa vie. On vit ensemble tout le temps. Donc aujourd'hui, on s'entend quand même très bien. Et ouais, ça roule, quoi. Oh, je m'en rappelle plus. Non. Il y a Lily. Ouais, c'est ça. Et On partage quand même pas mal de choses. On rigole ensemble. On se taquine aussi parfois, c'est vraiment de la vie de famille. Ça va? ouais. Tu arrives à me supporter? Ouais. À ta santé. Merci Gauthier. Donc voilà, un bel exemple de vie de famille partagée. Comme ça, parce que sinon il va prendre ton pouce pour... Parce que vous aviez compris, c'est pas la peine de le remettre. Alors, on vous pose une nouvelle question. Est-ce que pour vous, cette offre, elle se développe actuellement? Alors, oui, A, non, B. Est-ce que ce dispositif se développe ou pas? Le B prend le dessus. Le B prend le dessus? Effectivement, malheureusement. Le contexte actuel, c'est que l'accueil familial, c'est une offre qui est atypique et qui reste méconnue. On essaie d'en parler, alors le département, comme les autres départements, essaye vraiment de les développer. D'ailleurs, c'est dans la loi ASV, soutenir l'accueil familial. La loi ASV, donc adaptation de la société au vieillissement. Mais c'est un dispositif qui reste méconnu.
on constate une baisse des effectifs depuis de nombreuses années, tant au niveau national qu'au niveau départemental. Alors, elle peut s'expliquer aussi cette baisse par le fait que c'est un dispositif qui est de plus en plus réglementé. Et donc, on avait parfois des accueillants familiaux qui avaient l'agrément, qui l'utilisaient pas forcément. Et comme il n'y avait pas d'obligation de participer à des formations, ils continuaient à renouveler leur agrément sans forcément accueillir très régulièrement quelqu'un à la maison. Maintenant, il y a des formations qui sont obligatoires, il y a des contrôles de la part des départements aussi qui sont nombreux, ce qui fait qu'il y avait déjà eu une baisse au niveau des effectifs depuis la loi de 2015, mais là, depuis le Covid, on constate à un niveau national, ce n'est pas que dans le département du Nord, 15% de baisse des effectifs depuis 2020. Donc, les accueillants, ils dépendent pas du code du travail et donc ils bénéficient pas du chômage, ce qui fait que c'est un statut qui est très précarisant. S'il n'y a pas d'accueil, il n'y a pas de revenus. Donc, nous, on peine à renouveler les effectifs et à promouvoir l'accueil familial parce qu'on sait bien que d'un point de vue contexte social actuel, il y a quand même une crise économique qui est frappante. C'est compliqué de se projeter dans un métier pour lequel on pourrait être super, mais où si on n'a pas de revenus, on risque et on met à mal toute sa famille. Il y a des cotisations retraite, mais il n'y a pas de cotisation aujourd'hui, chômage. Donc voilà, quoi. C'est vrai que c'est pas d'accueil, pas d'accueil, pas de revenus, c'est super compliqué de se projeter de ce fait. Donc malgré les besoins liés au contexte démographique, économique et sociologique, c'est vrai qu'on sera de plus en plus de personnes âgées qui auront besoin d'une solution à un moment ou à un autre, sociologique aussi, parce qu'il y a de plus en plus aussi de personnes en situation de handicap qui vieillissent. Il y a les projets des personnes, c'est de vivre à proximité de leur ancien lieu de résidence. Et parfois, les EHPAD ou les établissements sont plus loin qu'une famille d'accueil. Il y en a, pour nous, en tout cas dans le département, sur tous les territoires. Et le prix de la prise en charge, qui est parfois très important, il est quand même moindre. Et il y a des solutions pour pouvoir aider à la rémunération de l'accueillant, ce qui n'est pas parfois le cas pour les EHPAD où il n'y a que l'aide sociale et l'hébergement. En tout cas, ce qu'on constate, nous, comme tous les départements de France, c'est que cette offre, elle décline et elle n'est pas assez mise en lumière. Donc nous, département du Nord, on veille à valoriser ce dispositif. Mais on verra ça à la fin de notre PowerPoint, sur tout ce qu'on fait actuellement. On passe à la deuxième partie de notre présentation. Est-ce que c'est par le département? Est-ce que c'est, alors du coup, le département, il aurait, comme pour les assistants familiaux, les accueillants qui seraient, on va dire, qui font partie des effectifs du département. Ou alors c'est la personne accueillie qui rémunère directement l'accueillant. Est-ce que vous pensez qu'il existe une grille qui est adaptée à chaque situation? Ou est-ce qu'il y a des éléments de rémunération qui sont mobilisables en tout cas négociables, sous certaines conditions? À votre avis? B et D. Par la personne. Voilà, bien. C. Grille adaptée. B et D. Non, alors il y a beaucoup de personnes qui ont dit B et D. Je n'ai pas demander confirmation de mes collègues, mais je pense que c'était un peu la majorité Il y a plus de B des... en tout, Il y a plus de mais B. oui, il y a quand même beaucoup de D aussi. Eh bien, en fait, je pense qu'on a un public aguerri parce que effectivement, c'est la personne accueillie, vous verrez ça, qui rémunère directement, ou son représentant légal, bien sûr, l'accueillant. Et tout est négociable en accueil familial sous certaines conditions. Voilà, c'est vrai que c'est un peu l'accueil familial, c'est un peu atypique, puisque c'est un accueil qui est réglementé dans le Code de l'action sociale et des familles. Mais effectivement, aujourd'hui, le mode de paiement relève d'un contrat de droit privé, mais avec un modèle type national qui est dans le Code de l'action sociale et des familles. On ne peut pas faire n'importe quel contrat, ça c'est sûr.
Donc, mais ça, voilà, c'est vraiment organisé par les textes. Néanmoins, voilà, il y a aujourd'hui ce contrat qui est fragile au regard des cotisations, hein, notamment de chômage, comme vous disiez tout à l'heure. Donc là, sur le modèle de l'accueil, donc c'est vrai que nous, au niveau du département, on met en relation, en tout cas les accueillants, les accueillis, on essaye d'accompagner. Hein, les personnes, bien sûr, se choisissent, hein, se rencontrent, elles voient lors d'un premier entretien si ça peut fonctionner. Donc, et les professionnels du département ou les tuteurs sont souvent présents lors de cette première rencontre. Ensuite, donc, il y a ce contrat d'accueil, je disais tout à l'heure, qui est annexé au Code de l'action sociale et des familles, avec un certain nombre de droits et de devoirs, hein, qui sont clairement exposés, notamment la rémunération, les congés, les couvertures sociales. Donc voilà, dans le contrat, tout est bien clair. Les éléments de rémunération sont renseignés par la personne accueillie ou son représentant légal. Pareil sur l'URSSAF, comme vous l'avez sur les contrats de gré à gré, vous avez aussi un dispositif typique, enfin spécial pour l'accueil familial, donc qui est déjà paramétré avec tous les éléments de connaissance du code des rémunérations de l'accueil familial. Donc, bon, c'est assez facile finalement dans l'élaboration de la fiche de paie et la personne accueillie, comme dans un contrat de gré à gré, elle peut aussi éditer les fiches de paie et connaître tous ses montants, le montant des charges, notamment salariales. Donc, le contrat, bien sûr, une fois que vous avez accueilli la personne, une fois que ça se confirme, il y a une période probatoire de 1 mois qui permet aussi aux personnes de voir si toujours ça fonctionne, hein, si on peut continuer ensemble au-delà des 1 mois et ensuite passer ce délai. Voilà, il y a des conditions qui sont aussi actées dans le contrat pour voir comment ça peut s'arrêter. Ce contrat aussi prévoit les périodes d'absence, hein, parce qu'effectivement, la personne accueillie, elle peut être hospitalisée, elle peut voilà, partir en vacances. Voilà, il y a tout dans le contrat qui est annexé au Code de l'action sociale des familles. Il y a l'ensemble des situations qui sont prévues. Donc, et quand on quitte la personne, l'accueillante, et effectivement, il y a aussi ou bien même quand l'accueillante souhaite mettre fin au contrat, il y a un préavis de 2 mois qui permet à chaque partie de rebondir, hein, soit voilà, de préparer le départ. Quand on disait la rémunération, comme il n'y en a plus, anticiper cet arrêt de rémunération et pour la personne accueillie, de retrouver une solution plus adaptée à sa situation. Donc, dans le cadre du contrôle, effectivement, l'accueillant, il est tout le temps, tout au long de son accueil, il est en contact avec le département. Donc, dans ce contexte-là, il lui transmet aussi toutes les pièces du contrat, le contrat, bien sûr, d'accueil, mais aussi tout à l'heure, je pense qu'on en parle, du projet d'accueil personnalisé, hein, qui doit être aussi transmis et qui permet aux personnes aussi de se dire ce qu'on partage, enfin, le rythme de vie, hein, le respect des rythmes de chacun, ce qu'on aime bien, ce qu'on n'aime pas. Et ça, on en parle après, je pense. Je pense que oui aussi. Ouais, voilà. Le projet d'accueil personnalisé, c'est important. C'est une obligation. C'est une obligation, il est annexé au contrat, transmis effectivement par l'accueillant ou par la personne accueillie, en tout cas souvent c'est l'accueillant, il est transmis au département et effectivement tous les éléments de rémunération sont négociables par les deux parties, hein. Il faut qu'il y ait une discussion sur la rémunération dès le début de l'élaboration du contrat. Mais c'est vrai que ça sera plus parlant, oui, avec les éléments là. Voilà, c'est que voilà, pour que voilà, que ça vous donne un peu une idée. Les éléments de rémunération, on va les lister. Donc, vous avez l'indemnité journalière pour service rendu, puisque on le disait, c'est 4 éléments de rémunération. Donc, vraiment, ils sont vraiment. Ça ne peut pas être isolé, hein, ils sont obligatoirement présents dans le salaire. Donc, l'indemnité journalière de service rendu qui est calculée sur 2 SMIC et demi horaires par jour. Minimum. Minimum. Donc, à la fin, vous verrez un petit peu ce que ça fait en rémunération. On l'a déjà. Ouais. Donc, les indemnités de congés payés, hein, parce que c'est vrai que la particularité de l'accueil, c'est que dans ce cadre-là, les congés payés sont rémunérés chaque mois.
Et le jour où elle prend les congés, la personne, elle part, elle n'a pas de salaire dans la mesure où elle a déjà perçu finalement ses congés dans le cadre de son activité. Parce que les accueillants familiaux ont droit à 35 jours de congés par an, donc c'est-à-dire voilà, la possibilité de partir sans la personne accueillie, mais quand ils partent sans la personne accueillie, eh bien, ils ne sont pas rémunérés puisque la rémunération des congés est déjà faite tout au long de l'année via la fiche de rémunération. Donc ensuite, ça c'est selon aussi la situation de santé, d'autonomie finalement de la personne accueillie. Donc il y a une indemnité suggestion particulière qui est possiblement applicable selon le niveau d'autonomie de la personne. Donc là, c'est aussi une grille qui est complétée par un médecin traitant, hein. Oui. Lorsque les personnes sont à l'aide sociale, effectivement, on leur transmet une grille qui doit être remplie par le médecin traitant de la personne accueillie. Et en fonction des résultats de cette grille, eh bien, il y a ensuite une indemnisation de suggestion particulière qui sera possible ou pas en fonction des réponses données par le médecin. Et enfin, vous avez donc l'indemnité compensatrice de frais d'entretien qui comprend finalement les objets, enfin les choses du quotidien, hein, le savon. Quand j'ai une personne âgée à la maison, il faut Ouais, forcément voilà, avoir donc plus de chauffage, il y a les voilà. repas, il y a le lavage, du linge, il y a tout ça. C'est les choses du quotidien. Et ensuite, on a effectivement l'indemnité de mise à disposition de la pièce réservée à l'accueil, hein. Donc là, c'est pareil, hein, une référence de l'indice des loyers qui est multipliée par la superficie. Donc, nous, par exemple, dans le Nord, c'est par exemple 9 mètres carrés et on valorise dans le cadre de l'accueil familial à hauteur d'environ 17 euros. 18 euros, oui. 18 Ouais. euros, mais ouais, ça augmente aussi 18 euros le mètre carré. Donc, Voilà. un petit peu pour vous donner une idée, ce qui donne une rémunération qui varie entre 1800 à 2300 bruts par personne accueillie, hein. Et la variante, elle s'explique, comme je disais tout à l'heure, sur la négociation des éléments de rémunération et sur l'indemnité de suggestion particulière. Oui, on peut comprendre que quand on accueille une personne âgée qui est toujours à domicile ou quand on accueille un jeune en situation de handicap qui va travailler à l'ESAT et qui a beaucoup de sorties sans la famille d'accueil, par exemple, ou avec aussi la famille d'accueil, eh bien, on n'est pas les mêmes éléments de rémunération. Ce qui est important de voir également, c'est qu'il y a quand même des seuils qu'on ne peut pas dépasser quand on accueille une personne qui est en situation d'aide sociale à l'hébergement. Voilà, ce qui est la grande majorité des personnes accueillies dans le département du Nord. Voilà, vous les avez dans les éléments de rémunération, on les a notés dans la grille. 95% des personnes accueillies relèvent de l'aide sociale. Donc, elles bénéficient de l'aide sociale pour financer l'accueil. Donc, voilà, donc vous avez toutes les informations possibles, les simulations en tout cas possibles sur le site de l'URSSAF, hein. Voilà, je pense qu'à partir du moment où vous rentrez les éléments des rémunérations sur la slide précédente, on vous avait donné un petit peu des montants. Donc là, vous rentrez ces éléments-là et vous avez une estimation précise finalement de la rémunération. Donc on a laissé aussi tous les coordonnées. Alors, quelles sont les aides qui sont mobilisables pour financer l'accueil de la part de la personne accueillie? Eh bien, la personne accueillie, elle peut solliciter l'APA, l'allocation personnalisée à l'autonomie. Ce sont nos collègues, d'ailleurs, des pôles autonomie qui se rendent au domicile de l'accueillant pour voir un peu, voilà, pour construire la grille avec la personne accueillie. On peut aussi solliciter la prestation compensation du handicap, l'allocation logement social et l'aide sociale à l'hébergement. Voilà. Il y a 7 pôles autonomes. Ah oui, alors nous, la particularité de notre département, c'est qu'on est quand même 2 800 000 habitants. Donc, c'est un territoire qui est très étendu, ce qui fait que nous sommes découpés en 7 territoires qu'on appelle des directions territoriales, et il y en a 7 différentes. Du coup, on a 7 équipes de pôle autonomie qui sont réparties partout sur le territoire. Voilà. Et ce sont des personnes, des professionnels qui sont vraiment des équipes dédiées
sur l'autonomie des personnes, qu'elles soient âgées ou en situation de handicap. Donc voilà, ben, c'est un peu tout ce qu'on vient de se dire. Vous retrouverez ici les missions des collègues qui sont en pôle autonomie. Hein, on le disait, de l'instruction à l'évaluation de la demande d'agrément, donc la vie de l'agrément, hein, puisqu'effectivement, quand on accueille, ben, parfois on a un agrément pour 3, on veut diminuer. Parfois, on est seul et on veut évoluer vers un agrément couple. Donc, il y a tous ces missions-là qui relèvent des équipes du pôle autonomie qu'on vous a relistées dans cette slide. Voilà, donc le contrôle de l'agrément, hein, c'est des visites annuelles. Voilà, le suivi médico-social, donc ça veut dire beaucoup de visites à domicile. Hein. Nos collègues se rendent en visite à domicile pour aller voir les personnes accueillies et pour voir aussi les accueillants, hein, puisque la richesse d'informations, voilà, elle se partage avec les deux. Le contrôle de l'agrément et les relations partenariales aussi. Il y a beaucoup de liens entre nos collègues des pôles autonomie et les organismes tutélaires ou les mandataires aussi et les familles, bien sûr. Alors nous, on fait partie du service accueil alternatif, on est en appui de tous nos collègues des pôles autonomie et on est en lien avec les services supports, hein, le service juridique, contentieux et l'aide sociale à l'hébergement. Alors on fait de l'appui juridique parce que c'est vrai qu'il y a toujours une petite question auquel on n'a pas pensé, qui se déroule en accueil familial. Alors, la dernière, c'était une personne qui sollicitait son agrément, par exemple, et qui avait un bail oral. Comment faire avec les bails oraux. Voilà, toujours des petites choses comme ça qui reviennent à nous et du coup on fait des recherches. On fait de l'appui technique aussi, parce que parfois il y a des situations complexes, donc voilà, on écoute un petit peu les pôles autonomie, puis on voit un peu comment mettre en place un accompagnement pour que ce soit qui ait le plus de sens possible. On organise le parcours de formation des accueillants et on y travaille aussi avec nos collègues des pôles autonomie. On veille sur l'offre d'accueil familial. On a souvent des réunions avec les autres départements pour voir un petit peu quelles sont les innovations et qu'est-ce qui se passe ailleurs. Et notre service est également secrétaire de la commission consultative des retraits d'agrément. Alors, quelles sont les particularités de l'accueil familial? Donc, du coup, voilà, donc les accueillants familiaux, enfin, dans le Nord, en tout cas, majoritairement, les accueillants familiaux accueillent des personnes en situation de handicap, excusez-moi. Donc, mais bon, c'est vrai que ça a un peu évolué avant 2015. Majoritairement qui étaient mis en accueil familial. Et depuis, voilà, ça a complètement bifurqué. Et maintenant, c'est essentiellement des personnes en situation de handicap. Je pense qu'elles sont plus de 75% de 75% de personnes en situation de handicap accueillies. Donc, voilà, c'est quand même une offre aujourd'hui qui est bien repérée par les acteurs du secteur du handicap. On ne sait pas pourquoi finalement aujourd'hui les personnes âgées s'orientent moins vers l'accueil familial. On a essayé de se poser des questions, mais donc après, si c'est que ça reste assez méconnu, mais autrement, on ne s'explique pas ce basculement. Sur les personnes accueillies, effectivement, on constate à la marge finalement que certains accueillants familiaux ont été avant assistants familiaux, ce qui leur a permis de continuer à accueillir des enfants qui leur avaient été confiés dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance et de poursuivre finalement cet accueil à vie, hein, pratiquement. Hein. Ouais, On a quand même des sacrées histoires. Hein, c'est pour continuer une belle histoire. En tout cas, voilà. Parfois, à 18 ans, on n'a pas envie de quitter sa famille d'accueil. Donc, ça leur laisse un petit peu le temps aussi de construire un ailleurs possible et de prendre de l'autonomie quand on est en situation de handicap et qu'on a toujours vécu chez une assistante familiale. Et alors, ce qu'on sait peu, parce que sur l'accueil familial, et ça, c'était la loi d'adaptation de la société au vieillissement 2015 qui l'a rendu possible, c'est l'accueil de jour.
Donc déjà, l'accueil familial est assez méconnu, mais alors l'accueil de jour, il n'est pas du tout du coup connu au niveau des partenaires. Et ça, on pense que c'est un levier assez intéressant puisque, comme on le disait, les accueillants familiaux se situent majoritairement près des domiciles historiques. Hein, quand on va en accueil familial, finalement, on ne quitte pas son coin. Et rares sont ceux qui savent que l'accueil de jour est possible aussi dans ce cadre-là. Donc, on sait que l'accueil de jour est parfois difficile à vivre pour les aidants, pour les aider. Partir en établissement, c'est une vraie souffrance et une douleur hein, de confier son aidé à un établissement. C'est une souffrance de passer ce cap-là. Et en accueil familial, en tout cas, les peu d'expériences qu'on a en retour, c'est beaucoup plus simple, hein, parce que souvent, c'est pas loin du domicile. Et comme c'est au sein d'une famille, il y a moins de culpabilité finalement de part et d'autre et souvent voilà beaucoup plus d'humanité et ce passage est mieux vécu dans les situations en tout cas qu'on a en expérience. Ouais, d'ailleurs, normalement, il y aura bientôt une nouvelle vidéo sur l'accueil de répit en accueil familial. Alors, d'après vous, quel département a le plus d'accueillants familiaux? Le mystère reste entier. Donc, tu poses la question pour il y a pas... Bah, écoutez, une question ouverte. Alors, département du Nord, là, on en a 2. 80 personnes. Le Nord ou le Pas-de-Calais? Eh bien, on est pas mal. On est pas mal, mais on n'est pas les meilleurs. Ce sont, en fait, c'était l'île de la Réunion, le Nord, 67. Donc, c'est très, très au sud. Hein. C'est l'île de la Réunion qui compte le plus d'accueillants familiaux actuellement. Nous, département du Nord, on en a 430. Voilà. Soit 5% quand même des effectifs globaux au niveau national. Le sud, non, dans le sud, il n'y en a pas tant. Il n'y en a pas tant dans le... Alors, les personnes âgées vont beaucoup vivre dans le sud, a priori, mais il n'y a pas beaucoup d'accueillants dans le sud de la France. Et c'est vrai qu'on voit que c'est un dispositif, quand on disait au début de propos, historiquement créé, dans l'île de la Réunion, c'est pareil, culturellement, ils ont finalement un mode de cohabitation avec leurs aînés sur l'île de la Réunion. Et donc, c'est là où on retrouve le nombre le plus important. Et dans le Nord aussi, historiquement, on est un territoire marqué hein, par la culture du partage, de l'accueil. Et c'est pour ça aussi qu'on reste finalement ce deuxième département au regard de notre histoire culturelle au niveau du Nord. Ouais. Et pourtant, nos chiffres baissent aussi. Hein. Voilà. Donc là, on a 430 accueillants familiaux actuellement. On a été jusqu'à plus de 600, mais voilà, malheureusement, on souffre d'un manque de vocation et d'une législation qui ne bouge pas en matière de chômage, malgré les sollicitations du président du département pour faire bouger les lignes. En France, il y a 7 939 accueillants familiaux. Il y en avait 10 000 il y a encore quelques temps. Mais voilà. Bien sûr, comme tous les métiers du médico-social, il y a beaucoup plus de femmes. Ça représente 85% de la population de nos accueillantes. Les accueillantes, ouais, nos accueillants sont des accueillantes. Nous, on en a plus dans le département du Nord, elles sont 89%. Alors, il y a possibilité de faire des agréments simples ou des agréments doubles pour 2 personnes en accueil familial. La particularité aussi de l'accueil familial pour personnes âgées, personnes en situation de handicap, c'est qu'on ne cumule pas par personnes qui ont l'agrément, la possibilité d'accueillir plus de personnes. Je sais que pour les assistants familiaux, si les 2 membres du couple sont assistants familiaux, on pourra, bien sûr en fonction de l'organisation de la famille, de la maison, accueillir jusqu'à 6 enfants. En accueil familial, qu'on ait un agrément simple ou un agrément double, quoi qu'il arrive, on ne peut accueillir que 3 personnes maximum, 4 s'il y a une dérogation pour un accueil de couple. On ne peut pas aller au-delà.
En France, il y a 92 pardon, des agréments qui sont des agréments simples. Dans le Nord, on est à 90%. Avant, on en avait plus, mais le fait que la crise économique est vraiment importante et que ce soit compliqué d'avoir des personnes accueillies comme ça au long cours et de pouvoir vivre avec un seul salaire, ce qui fait qu'on a de moins en moins d'agréments doubles et de plus en plus d'agréments simples. Et c'est vrai qu'on peut se poser la question, pourquoi dans ce cas-là faire un agrément couple? Donc souvent, finalement, ce qu'on constate, c'est la facilité du remplacement. Hein, c'est qu'effectivement, le fait d'être en couple, de se remplacer mutuellement quand on part faire des courses, quand on part, voilà, ou bien quand il y a une hospitalisation, c'est quand même plus facile. Et ensuite, quand c'est une personne qui a jamais cotisé ou qui a jamais travaillé, ça permet finalement d'ouvrir des droits à la sécurité sociale, hein, tout simplement, donc, et de cotiser un peu aussi à la retraite. Donc voilà le avantage, je pense, de faire un agrément de couple aujourd'hui. Après, concernant la grande proportion d'accueillants familiaux âgés, en France, il y a 14% des accueillants familiaux qui ont plus de 70 ans. Alors pareil, comme on ne dépend pas du Code du travail, on ne peut pas dire à tel âge vous allez arrêter. Donc nous, on a 18% de nos accueillants qui ont plus de 70 ans et 41 qui ont plus de 75 ans. La plus jeune de nos accueillantes, elle a 22 ans. Et je voulais reprendre aussi un élément qui est quand même important. On vous dit depuis tout à l'heure qu'on peut avoir jusqu'à 3 personnes accueillies. Il faut quand même savoir que la plupart des accueillants ont moins de 3 personnes. La moyenne nationale, c'est 1,37 personnes accueillies. C'est ce qu'on se dit, le profil, de toute façon, c'est vrai que souvent, en moyenne, l'accueillante familiale est une femme de plus de 50 ans et elle exerce depuis moins de 10 ans. Ça, c'est un peu la carte d'identité qu'on a un peu plus, qu'on a retirée de notre panel, en tout cas. Et effectivement, en moyenne, c'est 1,37 personnes accueillies, parce que c'est assez lourd. Hein, Ouais, c'est vraiment finalement, sportif, de pouvoir accueillir 3 personnes à la maison, c'est vraiment compliqué. Alors, d'après vous, est-ce que les familles d'accueil accueillent davantage de personnes âgées, de personnes en situation de handicap? Il me semble qu'on a déjà répondu à la question. C'est ballot. Bah oui. Fastoche. Ouais, tout le monde a suivi. C'était juste, ouais, c'est un indicateur. Ouais, c'est ça, c'est bien. Merci en tout cas pour votre contribution, c'est vraiment sympa. Alors, Effectivement, du coup, on va revenir un peu sur le profil des personnes accueillies. Donc aussi, la carte d'identité, finalement, aujourd'hui, de notre personne accueillie, c'est souvent une personne en situation de handicap et bénéficiaire de l'aide sociale et en plus sous mesure de protection tutélaire. Donc en France, on le disait aussi, on reste toujours le deuxième département en termes d'accueil, puisque on accueille 590 personnes. Hein, je vous donne également la moyenne nationale qui est de 12 231. Donc, un dispositif majoritairement en faveur des personnes en situation de handicap, aussi bien en France que sur le niveau départemental. Donc, avec 75%, on le disait tout à l'heure, de personnes en situation de handicap accueillies. Et c'est vrai que là aussi, on constate, vous voyez, 33% de personnes en situation de handicap vieillissantes qui restent dans ce dispositif. C'est vrai qu'en accueil familial, on y reste souvent. bon, oui, il arrivait aussi à plus de ouais. 60 ans. Hein. Il y a aussi des personnes qui étaient en établissement avant, Ouais. et chez des parents aussi vieillissants, et qui peuvent arriver en accueil familial en situation de handicap, mais âgés. C'est ça. Et puis en général, l'accueil, ça dure quand même plus d'un an. Quand on est accueilli, ça dure plus d'un an. Donc finalement, il y a la vie qui se déroule en accueil familial. Il y a des décès aussi, hein, jusqu'au décès. Hein, c'est aussi géré par l'accueillante parfois ces situations-là. Donc, en tout cas, voilà, c'est ce qu'on constate, que c'est peut-être une offre aussi adaptée aux personnes en situation de handicap vieillissante. Donc, du recours à l'APA, beaucoup plus important aussi, 90% des personnes âgées qui sont dans le dispositif d'accueil familial sont bénéficiaires de l'APA. Et le recours à l'aide sociale, puisque 95% des personnes, on le disait, sont bénéficiaires de l'aide sociale. Il faut savoir qu'il y a des départements qui n'ont pas habilité le dispositif d'accueil familial à l'aide sociale.
Donc, les personnes doivent financer eux-mêmes leur accueil. Donc, dans le Nord, c'est pareil. Traditionnellement, ça a toujours été pris en charge par le département, sous réserve, bien sûr, des conditions de l'aide sociale. Alors, il faut savoir aussi que les personnes, les accueillants, quand elles accueillent des personnes âgées, c'est assez compliqué de faire face, alors déjà émotionnellement, à un décès d'une personne âgée, mais aussi ce qu'elles nous racontent, c'est que quand le décès arrive le week-end, bah, c'est très dur de pouvoir avoir un acte de décès, que quelqu'un, un médecin se déplace, et donc de ce fait, quand il y a eu un décès chez un accueillant, il y a après un long moment où la famille d'accueil va faire une pause pour pouvoir se ressourcer et pour pouvoir penser après à accueillir une autre personne. Mais c'est vrai que majoritairement, on dit ça, mais ça a du sens, puisque les personnes souvent accueillies au sein d'une famille d'accueil ont rarement une famille très proche, en fait. Donc, du coup, on retrouve dans le choix de l'accueil cette volonté de la personne de retrouver une ambiance familiale, puisque peut-être il y a eu des parcours avec des ruptures. Et je pense que ce choix ne se fait pas par hasard, en fait. Ça, C'est un choix de proximité. c'est un choix de proximité et qui reflète des ruptures, notamment familiales, et ce souhait de retrouver ce qu'on. Donc, ça, c'est aussi très important pour les personnes accueillies, en tout cas. Alors là, on vous a transmis la carte du département. Alors, les zones plus foncées sont les zones où on a le plus d'accueillants. Vous remarquez qu'en Flandre, on en a beaucoup, ainsi que dans le sud du département. Et alors, ben voilà, on en a beaucoup moins dans les coins très citadins, on va dire. Donc, en Lille et Roubaix-Tourcoing, on n'en a pas beaucoup, alors qu'on en a plus dans les zones rurales. Et ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que au niveau des personnes âgées, c'est le sud du département où on accueille le plus de personnes âgées plutôt que dans les autres territoires. Alors, il doit y avoir un lien avec aussi l'habitat. C'est peut-être plus facile de libérer une chambre de 9 mètres carrés dans le sud du département où les logements sont moins chers que sur l'île et Roubaix-Tourcoing, par exemple. Et culturellement aussi, on en parlait tout à l'heure, hein, depuis toujours, les personnes âgées, elles sont accueillies plus en accueil familial dans le sud du département qu'ailleurs. Curieusement, dans les Flandres, il y a toujours eu beaucoup plus de personnes en situation de handicap accueillies en famille d'accueil que de personnes âgées. Mais voilà, il peut y avoir des personnes en situation de handicap vieillissantes aussi, accueillies partout sur les territoires. Là, vous avez un taux d'occupation aussi dans la carte qui est indiqué à 75% de places occupées. Alors, on peut se dire il y aurait donc 25%, un quart des effectifs qui ne seraient pas accueillis. Alors nous, ça ne nous étonne pas du tout, parce qu'on a, ce qu'on disait tout à l'heure, hein, parfois quand il y a une personne qui est décédée, ou quand il y a eu un départ un peu compliqué, le besoin de se ressourcer en famille avant de pouvoir accueillir à nouveau quelqu'un. Parfois aussi, il y a des demandes qui correspondent pas à nos attentes, hein. C'est aussi des personnes accueillies et des familles qui se rencontrent et qui ont envie de partager un quotidien. Et parfois, ça ne matche pas. Ben, c'est pas grave, ça ne matche pas. On passe à autre chose. Donc, ce taux d'inoccupation n'est pas vraiment pour nous révélateur de quoi que ce soit. Donc voilà, ben, c'est vrai qu'on le disait tout à l'heure, le département ne se résigne pas hein, à cette diminution de l'accueil familial et on a vraiment une volonté de l'inscrire sur ce parcours domiciliaire comme une offre aussi aujourd'hui vivante sur le département, mais méconnue. Donc pour cela, effectivement, on essaye de développer une animation au niveau de la formation des accueillants familiaux, c'est-à-dire qu'on a fait le choix d'internaliser une partie de cette offre de formation pour être aussi en proximité avec nos accueillants, les connaître et éventuellement proposer des modules beaucoup plus adaptés, leur permettant de monter aussi en qualification et pourquoi pas après pouvoir valoriser hein, leur parcours dans une expérience de valorisation des acquis, par exemple. Donc voilà, on essaye en tout cas de faire ce choix-là d'internalisation d'une partie de l'offre de formation.
On permet aussi aux accueillants qui souhaitent adapter leur logement à la perte d'autonomie. On subventionne des travaux. Bon, clairement, c'est souvent des travaux de salle de bain, hein, d'adaptation de la salle de bain, La baignoire qu'on des transforme bas, en douche, ouais, les toilettes à l'étage, des accès. un monte-escalier aussi souvent. Voilà. Donc, c'est vraiment l'idée de valoriser le projet de l'accueillante. Ce n'est pas destiné à une personne accueillie, c'est de permettre à l'accueillante familiale d'adapter son logement pour aussi offrir le maximum de chances d'accueillir des personnes dans un logement adapté. Parce qu'on s'est rendu compte aussi qu'on avait des accueillants, hein, quand on allait en formation, qui avaient payé d'eux-mêmes le prix d'un monte-escalier pour pouvoir garder au sein de leur famille une personne qu'elles accueillaient depuis très très longtemps. Donc, on communique beaucoup auprès de nos partenaires, mais apparemment pas assez. Donc, on essaye vraiment voilà, de permettre à nos partenaires de visualiser cette offre sur le parcours, parce que c'est une offre qui est possible à un moment donné, hein, voilà, quand le logement familial n'est plus possible, quand voilà, il y a quelque chose, une rupture à un moment donné qui se précipite. Il est toujours possible de penser à l'accueil familial, parce que c'est assez souple dans la mise en œuvre, ça peut être assez rapide et assez, on le disait tout à l'heure, c'est très humain. Donc, s'il y a une passerelle à préparer, par exemple une entrée en établissement ou quelque chose voilà, qui doit quand même se préparer de manière plus adaptée, je pense que c'est peut-être une alternative très intéressante. Et comme je vous disais aussi tout à l'heure, sur l'accueil de jour, hein, là, c'est un potentiel complètement inexploité qu'il faut vraiment essayer de valoriser pour permettre à nos partenaires de construire avec nos accueillants familiaux des liens et des passerelles, en tout cas entre ces offres-là d'accueil familial et les plateformes de répit, par exemple. Comment on construit ensemble, on identifie en tout cas des accueillants qui pourraient même se spécialiser sur l'accueil de jour ou alors des profils de personnes qui sont en début de retraite, qui souhaitent faire uniquement de l'accueil de jour, parce qu'on sait que l'accueil familial, c'est aussi prenant, hein, si on est en permanence avec quelqu'un au domicile, c'est vraiment un engagement que parfois partir sur un peu d'accueil de jour, 2 ou 3 fois par semaine ou une fois par semaine, ça donne un petit complément de ressources et en même temps, voilà, ça permet d'avoir cette souplesse. C'est pas la même implication au niveau familial Ouais. aussi. Parfois, on a des accueillants qui disent avec les enfants, avec mon mari, voilà, faire de l'accueil 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ce ne serait pas possible. Mais pourquoi pas, voilà, m'engager dans de l'accueil de jour. C'est Ça ça. serait possible Donc aussi. c'est vrai qu'en complément de ressources, c'est quelque chose, quand on a, en tout cas, on aime bien voilà, les personnes, on aime bien partager quelque chose avec eux. En tout cas, voilà, c'est possible. Et ensuite, là, sur un peu, bon, ça va dans cette continuité de dynamique sur le dispositif, c'est-à-dire que nous aussi, avec nos accueillants, on essaye de développer une dynamique du faire ensemble. Hein, donc, on les laisse pas tout seuls sur leur territoire. Ben, voilà, vous accueillez, puis voilà, on voit de temps en temps. On essaye de créer un réseau sur chaque territoire. Parfois, les accueillants sont même à la main, hein, puisque de plus en plus, avec des profils qui changent, on a des accueillants qui développent, qui mettent en place des associations pour construire, pour partager des temps conviviaux ensemble. Donc, ils se réunissent une fois par semaine et ils partagent des temps avec les accueillis, les accueillants et ouverts aussi même à la commune. Donc, on voit vraiment des choses qui se mettent en place et qui permettent justement aux accueillants de sortir un petit peu de chez eux et aux personnes accueillies de réintégrer finalement aussi un groupe, Oui, rencontrer des personnes, d'ouvrir son cercle, effectivement. Donc voilà, on a évoqué les ateliers culinaires, on est sorti des activités partagées. Il y a beaucoup de choses qui se passent En territoire. en territoire. Ouais. Il y a une aide financière aussi qui a été mise en place dans le cadre de l'accueil de jour et de l'accueil séquentiel dans le cadre du répit de l'aidant pour les personnes âgées. C'est 35 € pour de l'accueil de jour et 47 € pour de l'accueil séquentiel d'une personne âgée en famille d'accueil.
On essaye aussi de mettre en lumière l'offre. On a créé de nouveaux supports, des vidéos et des reportages. Voilà. Dès qu'on peut, voilà, on communique sur le dispositif. Vous avez ici quelques photos d'illustrations de ce dont on parle depuis tout à l'heure. Donc, en haut, vous avez les ateliers Aprobio, qui sont donc des ateliers culinaires mis en place dans le Cambrésis l'année dernière et cette année certainement dans le Douaisis, grâce à nos collègues de la ruralité. À droite, vous avez une photo accueillis de l'Avesnois qui sont partis partager une journée à la mer ensemble. En bas à gauche, vous avez un monsieur qui a accueilli en famille d'accueil du Valenciennois et qui a exposé ses toiles en direction territoriale. Et à droite, vous avez l'association des accueillants familiaux d'Hazebrouck qui avait organisé un forum il y a très peu de temps, en octobre dernier, auquel on a participé et où les accueillants, les accueillis étaient les bienvenus avec tous les partenaires, effectivement, qui gravitent autour de l'accueil. Le moment pour nous aussi de vous dire que nous organisons les rencontres départementales de l'accueil familial avec nos vice-présidents et départements le 25 juin 2026 à la Cité des Congrès de Valenciennes. Donc un Save the Date sera bientôt diffusé Aux auprès de partenaires. Donc normalement, peut-être vous serez destinataire si vous êtes dans la liste de nos partenaires habituels. Mais voilà, donc vous serez invité à cette grande journée où on parlera de l'accueil familial. Mais c'est vrai que on a souhaité aussi, et ça c'est un peu une particularité, je pense, hein, on va parler de l'accueil familial avec les accueillants familiaux, mais aussi représenter le contexte hein, de manière un peu plus scientifique. Et on a surtout invité l'ensemble de nos accueillis. Il y a un fil rouge qui sera aussi organisé tout au long de la journée pour permettre à nos personnes accueillies de venir et aussi de passer du temps autour des ateliers qui seront mis en place. Voilà, il y a toute une série d'activités qui sera proposée à nos accueillants tout au long de la journée. Donc, ils seront impliqués. Alors, qu'est-ce qu'on fait, nous, par rapport au Nord pour... Ah oui, on va se dépêcher. On va se dépêcher. Donc, bon, voilà, pour vous dire que voilà, tous nos accueillants sont donc habilités à l'aide sociale, que tous les éléments de rémunération sont pris en compte dans ce calcul, qu'on prend en charge l'allocation d'accueil familial dans le cadre de l'aide sociale pendant 35 jours en cas d'absence pour convenance personnelle ou d'hospitalisation de la personne accueillie. Bon, voilà, écoutez, il y a plein de choses. Voilà, je vais dérouler. On vous laisse nos coordonnées à Sylviane, Stéphanie, notre collègue, et moi-même. Vous avez ensuite les coordonnées de tous nos collègues en pôle autonomie sur les territoires. Voilà, n'hésitez pas à les contacter. Et je laisse la parole à notre collègue Isabelle pour clôturer cet échange. Merci, un grand merci Sylviane et Marilène pour votre présentation qui donc nous éclaire hein, dorénavant sur cette forme d'habitat alternatif qu'est l'accueil familial et notamment l'accueil familial pour les personnes en perte d'autonomie. Donc ce rendez-vous touche à sa fin. Il ne me reste donc plus qu'à vous remercier également pour votre attention, votre participation aux petites questions. Voilà, ce qui a permis effectivement de redonner aussi peut-être un petit côté dynamique aussi avec une interaction à distance, on va dire. Voilà, donc on vous donne rendez-vous dans un mois, le 31 mars prochain, pour un nouveau sujet qui traitera là du deuil. Voilà, bah écoutez, on vous souhaite en tout cas une belle journée et puis rendez-vous au mois prochain. À bientôt, au revoir. Merci. Merci à tous. Merci à tous.